passer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment produire le biogaz. Donc premièrement, les sources de biogaz. Donc on peut méthaniser en fait à peu près tout ce qui va être périssable, ce qui va se dégrader en fait. Donc on va avoir tout ce qui est effluent d'élevage, donc effluent agricole, lisier, fumier. Des sous-produits agroalimentaires, donc des résidus de fruits et légumes, des déchets de process, par exemple une fabrication de fruits ou des conserveries de légumes. Donc il y aura les résidus de légumes, mais aussi les jus de process qui sont assez riches finalement en énergie, en charge organique et puis en énergie du coup. Des résidus après agroalimentaires, donc lorsqu'on va traiter les effluents de l'industrie, on va avoir des graisses, des boues qui vont être chargés et qu'on va pouvoir méthaniser avec souvent en plus des forts potentiels énergétiques. Des biodéchets, donc qu'est-ce qu'on appelle biodéchets? C'est tout ce qui est reste de fabrication de repas ou reste de repas, donc par exemple en restauration. Donc il y a une loi qui est placée et qui oblige les gros producteurs de déchets, comme les restaurants, comme les supermarchés, à traiter leurs biodéchets avec des seuils d'application suivant les tonnages produits. Mais donc ces biodéchets sont aujourd'hui une des sources importantes de biomasse à méthaniser. Des bouts de stations d'épuration, on le verra en fin de présentation, mais il y a beaucoup de stations d'épuration qui ont en fait des méthaniseurs qui traitent leurs bouts. Et puis des biomasses fermentescibles dédiées, donc là ça va être des intercultures ou alors plus dans les produits, plus par exemple en Allemagne, c'est pas souhaité politiquement en France et donc pas subventionné, des cultures énergétiques. Le modèle allemand est basé très fortement sur ces cultures avec des productions de maïs uniquement dédiées à la méthanisation. Excusez-moi. Alors, quels critères de choix rapidement pour ces produits? Il y a évidemment la valeur énergétique, et donc on va le voir tout de suite après, la manière qu'on a d'estimer, de mesurer le potentiel énergétique de ces différents substrats. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. L'équilibre de la ration. Alors, je vous parlais tout à l'heure que la méthanisation, c'était un petit peu comme ce qui se passait dans la digestion, le tube digestif d'une vache. Nous, au niveau des pilotes, c'est vraiment ce qu'on dit. On alimente les pilotes et puis on les chouchoute un petit peu pour pas qu'ils fassent d'indigestion, pour qu'en fait, on leur donne une ration équilibrée. Donc, en grossissant le trait, voilà, si on mange que, par exemple, que des choses grasses ou que des frites, on a des problèmes digestifs. Les bactéries, c'est pareil. On va l'expliquer un petit peu plus biologiquement tout à l'heure, mais on a des problèmes d'acidification et de blocage en fait du processus de production de méthane. Donc, dans ce qu'on va mettre dans le digesteur, dans ma ration, il va falloir équilibrer équilibrer la ration pour que l'écosystème bactérien, en fait, responsable de la production du méthane, puisse être équilibré et fonctionner correctement. Ensuite, il y a une notion de saisonnalité et de pérennité, puisqu'en fait, lorsque vous lancez un méthaniseur, c'est des investissements importants et il faut être sûr que le gisement qu'on a repéré va être disponible et nous être apporté régulièrement pendant les 10-15 ans sur lesquels on rentabilise l'installation. Donc là, il y a des problèmes, enfin en tout cas des grandes discussions autour de la contractualisation de ces gisements. Mais donc il faut le prendre en compte, et il faut le prendre en compte sur les 15 ans, mais aussi sur la saison. Donc sur l'année entière. Par exemple, un gisement de tonte d'une station de compostage est intéressant, très méthanogène, mais par contre, évidemment, les tontes, elles sont produites en gros de mai à septembre. L'hiver, vous n'en avez pas. Donc il va falloir prévoir soit quelque chose en remplacement, soit une période d'alimentation dégressive avec ces tontes, et puis du stockage également. Donc tout ça dans le projet est à prendre en compte, et dans le choix aussi de ces intrants. La redevance et l'achat. Ça a un impact direct sur l'équilibre économique du projet. Pour certaines matières, par exemple les bouts de steppe, vous pouvez arriver à contractualiser et se faire payer pour traiter en fait le produit. Donc ça rentre directement dans l'équilibre économique. Par contre, si je suis amenée à devoir acheter par exemple des cultures pour booster un petit peu le potentiel énergétique de ma ration, je vais devoir acheter et là du coup impacter également l'équilibre économique. Donc toutes ces choses sont à prévoir et à prendre en compte dans le choix de mes substrats. La réglementation.
dans la liste qu'il y avait tout à l'heure, je suis passée un peu vite, mais il peut y avoir des sous-produits animaux, donc issus de l'abattage, donc par exemple des carcasses de canards, des graisses animales, etc. Donc autour de ces sous-produits animaux, vous l'imaginez bien, il y a une réglementation qui est un peu plus stricte que l'utilisation d'un fumier par exemple. Donc c'est à prendre en compte puisqu'on peut avoir éventuellement des installations de traitement à mettre en place sur l'unité de méthanisation. Et après, tout ce qui est vraiment de la logistique, on va dire, très pratico-pratique, comment la matière va être amenée. Si c'est liquide, ben, évidemment, il faut avoir prévu des cuves. Et si c'est solide, il va falloir avoir prévu un moyen de le stocker et puis de le mettre dans la cuve finalement de digestion. Donc rapidement, voilà, les autres critères de choix que la valeur énergétique, même si celle-ci, bien sûr, reste le nerf de la guerre. Donc pour connaître en fait cette valeur énergétique, il y a un test qui existe, c'est le BMP, donc test de potentiel méthanogène, si on traduit en français. Le principe général, il n'y a pas de norme pour ce test. Donc le principe général, c'est qu'on met ma matière que je veux tester en contact avec mes bactéries, mon inoculum bactérien. Mon inoculum bactérien, en réalité, c'est un digestat d'un méthaniseur qui contient en fait tout l'écosystème bactérien qui va dégrader ma matière. Donc je mets la matière en contact avec cet inoculum et puis dans un réacteur fermé et pour qu'on soit en condition anaérobie puisqu'on a dit que ça marchait sans oxygène. Et on va relier en fait mon réacteur à une colonne de lecture, donc en fait un système de mesure du volume du biogaz produit et de la qualité de ce biogaz. Et on va mesurer au cours du temps le volume produit et la qualité du biogaz produit. Très rapidement, deux petites photos de ce à quoi ça peut ressembler. Donc ça, c'est les pilotes que nous avons sur notre plateau technique à l'APESA. Donc les réacteurs qui sont en fait des Erlen de volume assez important pour ce type de test, 1 litre, qui nous permet de tester le substrat vraiment sous sa forme réelle et pas sous une forme micronisée, broyée très finement qui pourrait impacter en fait sur le potentiel réel. Et puis ensuite des tubes de lecture avec un petit peu partout des embouts dans lesquels on vient brancher les analyseurs de qualité de gaz. Et on obtient ce genre de résultat. Donc vous voyez en fait au cours du temps la quantité de biogaz produit, donc en normomètre cube, par rapport à la quantité de matière organique introduite. Donc le biogaz total, le CH4 et le CO2. Ce type de test va donner deux types d'informations. Un élément de cinétique. On voit, donc ça c'est un exemple de fumier de bovin, de vache. Donc on voit qu'au bout en fait de 28 jours, on a en fait la production qui stagne. Donc on a en fait fini la production de biogaz. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le BMP ou le potentiel méthane. C'est vraiment la quantité de méthane, puisque c'est le méthane qui est énergétique, ramené à la tonne de matière organique. Donc ici pour ce fumier, on a 220 normomètres cubes de méthane par tonne de matière organique. Si on compare avec d'autres substrats, donc là j'ai repris uniquement la courbe méthane pour le fumier, donc 220. Je compare avec un déchet de séchoir, donc vous voyez qu'on a un potentiel qui est plus élevé, on est à 367 et la cinétique est beaucoup plus rapide puisque au lieu de l'obtenir ce potentiel en 28 jours, on l'obtient à peu près en 16 jours. Et si on compare avec encore un autre substrat, donc là on est sur des boues grasses. Vous voyez que le potentiel est beaucoup plus élevé puisqu'on a de l'ordre de 610 normomètres cubes de méthane par tonne de MO et on l'obtient beaucoup plus rapidement puisqu'en gros en 8 jours on a obtenu tout le biogaz. Ces différences vont être dues en fait à la nature du produit. On ne pourra pas faire grand chose au niveau du procédé pour accélérer. Alors encore qu'il y a des projets de recherche qui travaillent la biomasse en amont de la digestion pour essayer d'améliorer soit la cinétique soit les potentiels. Mais ça en est encore qu'au stade de recherche puisque c'est des traitements assez lourds de broyage fin, d'attaque à la soude par exemple. Donc au niveau industriel, on peut en gros pas faire grand chose. C'est naturel, les bactéries travaillent, donc il faut attendre qu'elles produisent. Par contre, dans le dimensionnement de du projet et du réacteur, il faut vraiment prendre en compte ces éléments-là, puisque le potentiel va avoir de l'impact sur le dimensionnement des moteurs et de la valorisation, et la cinétique sur les dimensionnements des cuves de digestion. Donc voilà quelques exemples de potentiel, donc là pour des effluents d'élevage, donc toujours en méthane par quantité de matière organique. Donc vous voyez qu'on peut avoir pour des lisiers des potentiels assez hauts de l'ordre de 550, 450. Voilà, après vous avez toute la gamme et puis ça peut tomber finalement assez bas avec des potentiels finalement assez peu intéressants.
Donc c'est vraiment assez variable suivant les animaux, suivant les méthodes de stockage, etc. D'où l'intérêt des tests en amont pour dimensionner et puis vraiment sécuriser les projets. Si on prend ces mêmes potentiels, mais par contre qu'on les met sur une autre unité, vous avez une autre vision du graphique. C'est exactement le même, c'est dans le même ordre. Par contre, l'unité n'est plus par quantité de matière organique, mais par quantité de produits bruts. Je vais vous faire toucher un petit peu du doigt la différence. C'est tout à l'heure, on a comparé en fait la digestibilité de la matière organique. Mais dans un produit, je peux avoir 90% d'eau avec peu de matière organique, mais qui se dégrade très bien. C'est ce qu'on a là finalement. Ici, on avait un fumier équin qui était en milieu de gamme, mais qui finalement est assez sec. Et du coup, ramené à la quantité de matière brute, on a un potentiel qui semble très intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à regarder, pareil dans un dimensionnement, puisque si vous mettez beaucoup d'eau, ça sera plus liquide, donc on sera plus sur le même procédé, mais en plus, il faudra une cuve plus importante pour arriver à la même quantité énergétique. Donc voilà d'autres exemples de potentiel donc sur des produits la plus agroalimentaire et collectivité. Donc je suis revenue à l'unité en méthane par quantité de matière organique. Hein. C'est vraiment cette unité qui permet de comparer la digestibilité d'un produit par rapport à l'autre. Tout ce qui est graisse, en général, a un potentiel énergétique très élevé avec des cinétiques de dégradation très rapides. On a ensuite tout ce qui est tonte, je vous disais tout à l'heure, avec un potentiel de l'ordre de 300. Donc là, on se rapproche de la gamme, on va dire, un peu fumier. Tout ce qui est refus d'alimentation pour animaux, évidemment très énergétique. Des déchets d'abattoir, on a dit sous-produits animaux. Donc vous avez des graisses qui vont être très fermentescibles. Et puis par contre, vous voyez des déchets d'abattoir qui sont un peu moins intéressant, c'est vraiment la nature du produit qui importe. Hein. Ici, vous avez des matières stercoraires. En fait, c'est l'intérieur du tube digestif des ruminants. Donc forcément, ça a déjà été digéré. Donc, et derrière, le potentiel énergétique n'est pas forcément très intéressant. Alors, je vais vous montrer maintenant les étapes vraiment du processus métabolique de la digestion. Donc la méthanisation, on part de la matière organique initiale et on arrive au méthane, à la molécule méthane. Ça se fait en 4 étapes qui sont successives et qui vont être réalisées donc par des flores microbiennes différentes. Donc on part de la matière organique initiale, donc composée des polysaccharides, donc des sucres complexes, des protéines et des lipides assez complexes. On a en fait, sur ces 4 étapes, on va avoir des simplifications, on va dire des découpages avec des molécules de plus en plus simples. Donc, excusez-moi, une première étape d'hydrolyse où on va passer en fait de polymères à des monomères, donc on passe de polysaccharides par exemple à des sucres plus simples. Et à des acides gras. Les acides gras, on y reviendra un petit peu plus tard. Deuxième étape d'acidogénèse. Donc à partir de ces mono et dimères, on va produire de l'acide acétique et de l'hydrogène. C'est l'acidogénèse. Ensuite, troisième étape, l'acetogénèse. On va aboutir au même sous-produit, acide acétique et hydrogène, via une étape intermédiaire où on a des acides gras, des alcools et des acides organiques. Et ce n'est qu'ensuite, en dernière étape, où on a la méthanogénèse, où à partir en fait de cet acide acétique et de cet hydrogène, on a la production du biogaz CH4CO2. Tout le problème de la méthanisation, c'est d'arriver à faire travailler ces 4 étapes, c'est-à-dire les bactéries responsables de ces 4 étapes, ensemble, plus ou moins dans la même cuve, suivant les procédés, et donc avec... Voilà, dans un même contexte. Donc on va voir qu'il y a un certain nombre de paramètres qu'on va contrôler et qui sont directement liés en fait à cet équilibre de cet écosystème. Autre chose que je voulais vous montrer à partir de ces différentes étapes, c'est justement les acides gras volatiles et l'acide acétique qui est l'acide gras le plus simple. Vous voyez que dans la chaîne, c'est des intermédiaires de réaction et qui sont consommés in fine. On va voir que les problèmes d'équilibre en fait sont essentiellement lié à cet acide gras, cet acide acétique. Il est nécessaire qu'il soit produit, sinon on n'a pas de méthane. Par contre, en trop grande quantité, il va venir bloquer l'ensemble du système et apporter et générer des acidoses. J'insiste lourdement, mais donc s'il n'y a pas d'acide acétique, on n'a plus de méthane. Dans un digesteur industriel, si vous n'avez plus de méthane, c'est-à-dire que vous n'avez plus, suivant votre valorisation, plus de chaleur, plus d'électricité.
c'est du biologique. Donc une fois qu'on a détruit la flore bactérienne, il faut que celle-ci se relance. Et donc, c'est pas du chimique, on n'allume pas un bouton, ça redémarre. Donc, il faut petit à petit réensemencer, c'est assez long. Sur un digesteur industriel, c'est 2-3 mois de relance. Donc, 2-3 mois de relance sur X mètres cubes avec X tonnes qui arrivent tous les jours, c'est assez compliqué à gérer au niveau de la logistique, puisqu'il va falloir prévoir un plan B, en gros, pour continuer à traiter les matières. On va avoir un gros trou dans la trésorerie puisque, par exemple, l'électricité que je prévoyais de vendre à EDF, j'en ai plus. Donc, au niveau de la rentabilité, c'est assez catastrophique. D'où voilà, les paramètres que je vais vous expliquer rapidement, qui sont vraiment liés à cet écosystème bactérien, mais qui derrière impliquent des choses importantes au niveau de l'équilibre de l'unité industrielle. Oui. Et donc vous avez voilà, sur les différentes voies en fait, métaboliques des proportions pour les différentes voies. Donc premier paramètre qui a contrôlé pour le bien-être, on va dire, de toutes ces bactéries, c'est la température. Contrairement au compostage, il y en a qui connaissent, lors du compostage, la dégradation est très exothermique, donc elle va libérer beaucoup de chaleur. Pour la méthanisation, elle est légèrement exothermique et du coup, on a besoin de chauffer le substrat. Donc on a en fait des cubes chauffés, vous verrez systématiquement. Il y a 3 plages de température qui sont possibles en méthanisation. La psychrophile, donc inférieure à 25 degrés, c'est en fait, on va dire, la température ambiante. Lorsque vous mettez une fosse à lisier qui a température ambiante non chauffée, vous avez une production, on va le voir, qui est faible, mais vous avez quand même une production qui se fait de gaz et donc une dégradation, une méthanisation. Une température mésophile entre 35 et 40 degrés, donc c'est en gros ce qui est assez courant en digesteur agricole et industriel en général. Et une dernière, thermophile, la plus chaude, on est à 54-55 degrés. On va voir les avantages et les inconvénients essentiellement pour ces 2 plages, puisque celle-ci produit assez peu de biogaz finalement. Premier point sur la température, c'est que le métabolisme des bactéries augmente avec la température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets une quantité de matière à digérer pour les bactéries, à 55 degrés, elles vont travailler très fort et très vite. Si je compare par rapport à une température en mésophile, pour la même quantité de matière, les bactéries vont avoir besoin de plus de temps et en fait vont avoir une activité qui va être un peu moins importante et du coup vont avoir besoin de plus de temps pour dégrader la même quantité de matière. Et en psychrophile, voilà, je vous disais que la production de biogaz n'était pas très intéressante. Vous voyez que là, on ne dépasse pas les 20% d'activité métabolique et du coup, il faut un temps très très élevé pour dégrader la matière organique. C'est pour cela qu'au niveau industriel, cette température n'est jamais utilisée. On va rester en mésophile ou en thermophile. Deuxième point avec les températures, c'est... Donc je vous ai dit à peu près 39 degrés, à peu près 55 degrés. En fait, on a des optimums de température et des intervalles. En dehors de ces intervalles, on va commencer à avoir une baisse, donc une inhibition des bactéries, une baisse de la production de gaz, et ensuite on va vraiment détruire les bactéries. Pour la fermentation mésophile, l'optimum se situe à 38 degrés. Et là, vous voyez l'activité bactérienne. Donc, on estime que la phase exploitable est entre 32 et 40 degrés. Par contre, vous voyez que si vous dépassez même d'1 degré, les 39 degrés, vous tombez à moins de 50% d'activité. Ça veut dire que si vous surchauffez, vous allez très vite perdre en activité bactérienne et du coup en production de biogaz. Pour la phase thermophile, la phase exploitable est encore plus étroite. Vous voyez que le pic est plus marqué. Donc on a une phase exploitable en fait entre 52 et 56 degrés et on va très vite tomber sur des plages de température où on détruit les bactéries. Et donc où on perd le biogaz. Et si on inhibe les bactéries et qu'on revient à la température normale, on va pouvoir retrouver le biogaz. Par contre, si on les a détruites, on repart sur le phénomène que je vous expliquais précédemment, donc de réensemencement qui prend plusieurs mois. Donc ça, c'était le premier paramètre de la température. Deuxième paramètre, on a le pH. Donc, comme pour la température, on a des optimums et des intervalles qui sont propres à chacune des bactéries. En dehors, on a des inhibitions puis des destructions.
Là, par contre, contrairement à la température, toutes les bactéries qui interviennent dans le procédé de méthanisation ne travaillent pas au même pH, ne sont pas optimales au même pH. Pour les bactéries hydrolytiques acidifiantes, c'est-à-dire les 2 premières étapes de mon procédé tout à l'heure, le pH optimum est entre 4,3 et 6,5. Heureusement, elles peuvent travailler autour de la neutralité, puisque en fait, les bactéries acétogènes et méthanogènes, donc les deux dernières étapes, elles ne travaillent que à des pH entre 6,8 et 7,5. Donc ça veut dire que dans un digesteur, si on a une chute de pH, et ça arrive lorsqu'il y a des accumulations d'acide gras volatile, on va le voir, on va très vite inhiber les bactéries responsables de la production du méthane. Et donc on va très vite arrêter la production de biogaz. C'est pour ça que le pH est un paramètre facile à mesurer, hein, il suffit d'une sonde qu'on plonge dans le milieu. Mais c'est un paramètre qui est vraiment primordial à contrôler pour vérifier qu'on ne va pas tomber dans des acidoses et perdre la production de biogaz. C'est un paramètre assez simple finalement pour contrôler le bon fonctionnement de l'écosystème bactérien. Dans les acides gras volatiles, donc on a vu un intermédiaire de réaction. Il y en a 3 principaux en méthanisation. L'acide acétique avec 2 carbones, l'acide propionique 3 carbones et l'acide butyrique 4 carbones. Les acides gras volatiles avec des chaînes carbonées un peu plus longues sont présents, mais alors en quantité très très faible. On va essentiellement doser en méthanisation ces 3 acides gras. S'ils s'accumulent, c'est des acides, donc forcément on va avoir une baisse du pH. C'est là où on va rentrer dans l'acidose. S'ils s'accumulent, vous avez vu qu'ils étaient produits par en gros les 2 premières étapes de la méthanisation. C'est que derrière on a arrêté, c'est-à-dire que les 2 dernières étapes ont arrêté de les consommer. Et du coup on a un blocage et une accumulation. Et là c'est là où on voit en fait la baisse du pH. Petit exemple de répartition des 3 acides gras majoritaires. Donc vous voyez, alors c'est un exemple, hein, c'est vraiment lié au mélange qui est digéré, au procédé. Mais en gros, on a toujours très très majoritairement l'acide acétique, donc ici à peu près 56%. Ensuite l'acide propionique, 30%. Et puis là, vous voyez, l'acide butyrique ne représente plus que 3% et les autres en gros 10%. Dans un digesteur industriel, on peut du coup ne doser que l'acide acétique ou, un peu plus optimal, au moins les 2 principaux, voire les 3 principaux. Donc l'acide acétique est majoritaire. Qu'est-ce qui se passe s'il s'accumule? Donc on a dit, on a une acidification, donc on va avoir une baisse du pouvoir tampon. Le pouvoir tampon, c'est quoi? C'est la balance en fait entre les bases et les acides. Donc ici, ça va être nos bicarbonates et nos acides. S'ils s'accumulent, il va y avoir 2 choses. Donc on a dit baisse du pH qui va du coup inhiber nos bactéries méthanogènes hein, qui ne peuvent plus travailler à ces pH bas. Et puis lui-même, c'est la molécule d'acide acétique sous sa forme non dissociée, il est toxique pour les bactéries. Donc après on a un petit peu un engrenage qui se met en place puisque plus l'acide monte, plus le pH baisse et moins les méthanogènes qui consomment ces acides peuvent le consommer. Donc après, une fois que on va dire l'engrenage est lancé, ça se mord un peu la queue et l'acidose après est très difficile à arrêter quand elle est enclenchée. C'est pourquoi en fait sur un digesteur industriel, tous ces paramètres que je vous expose sont des choses qui sont mesurées quasiment journalièrement ou après en rythme de croisière au moins de manière hebdomadaire. Donc le pouvoir tampon rapidement, c'est la neutralisation des acides par les bases et qui va permettre de maintenir le pH dans le milieu. Dans la méthanisation, le système majoritaire, c'est les carbonates, hein, puisque dans le ciel gazeux, on a du CO2 et dissolution du CO2 dans le milieu. On va avoir la production de bicarbonate qui va venir faire la balance. On peut avoir d'autres systèmes tampons avec l'ajout d'urée. Donc ça aussi, on va le doser. On va doser les AGV, on va doser les bicarbonates. Donc soit avec des méthodes de chromatographie, soit avec des dosages acido-basiques assez simples qu'on peut faire vraiment dans une cahute de chantier sur l'installation, l'unité de méthanisation. Et ce qui est important de regarder, c'est vraiment le rapport AGV sur bicarbonate. Il doit être inférieur à 1. C'est vraiment un paramètre qui est très sensible au démarrage d'acidose. Autre paramètre d'inhibition importante, c'est l'ammoniac.
Donc là, l'ammoniac, vous avez vu dans les procédés tout à l'heure, ce n'est pas du tout un intermédiaire de fermentation qui va permettre la production de méthane. Par contre, sur des substrats introduits qui sont riches en ammoniac, qui sont riches en azote, pardon, cet azote va être dégradé et on va produire de l'ammoniac. Et cet ammoniac lui-même est inhibiteur des bactéries. Donc là, c'est un autre critère de choix des substrats. Donc il va falloir, avant de prévoir sa ration d'introduction, mesurer l'azote pour vérifier qu'on n'est pas dans des dosages un peu trop élevés qui pourraient amener, lors de la dégradation, à des seuils d'ammoniac trop élevés dans le digesteur et du coup à des inhibitions. Là aussi, on a des inhibitions au démarrage et puis après destruction des bactéries si les concentrations atteintes sont trop élevées. Ce petit schéma vous montre en fait que l'effet est accentué avec le pH. Donc plus le pH est élevé, plus le seuil d'ammoniac accepté est bas. En gros, dans un digesteur, donc on a pris un pH de 7,4, on se fixe un seuil à 3 grammes par litre d'ammoniac. Voilà. Et deuxième chose, c'est que l'effet est accentué avec la température. Donc ça veut dire que pour la méthanisation en thermophile, l'inhibition par l'ammoniac va être atteinte plus rapidement. Le seuil de 3 grammes litre va devoir être abaissé. Très rapidement, d'autres paramètres, évidemment l'absence d'oxygène. Ce sont des bactéries anaérobies, donc si vous avez un problème de conception, des fuites ou je ne sais quoi, et qu'il y a des fortes quantités d'oxygène qui arrivent à être mélangées avec le digestat, les bactéries, évidemment les réactions ne peuvent plus se faire. Le potentiel d'oxydoréduction, alors là c'est plutôt un paramètre qui n'explique pas pourquoi il y a un problème, mais qui montre qu'il y a un problème. Donc là aussi c'est un peu comme le pH, c'est assez facile à mesurer, il y a une sonde qu'on plonge dans le digestat. Il faut que ce potentiel d'oxydoréduction soit inférieur à moins de 320. C'est aussi assez fiable. Lorsque ça remonte, c'est qu'il y a un problème. Ça ne nous donne pas d'informations forcément sur le problème. Par contre, c'est assez fin et en général, c'est corrélé avec d'autres paramètres qui commencent eux aussi à dériver. La pression partielle en hydrogène, ça aussi on peut le mesurer. L'hydrogène, on l'a vu tout à l'heure, est un intermédiaire de réaction également. Donc il est nécessaire à la production de méthane, un peu comme les AGV, mais s'il a une trop grande concentration, là aussi il va venir bloquer certaines réactions et donc bloquer in fine la production de méthane. L'absence d'inhibiteurs, ça semble un peu débile, mais s'il y a des antibiotiques dans la ration, ils vont faire leur job et ils vont détruire les bactéries, y compris celles responsables de la méthanogénèse. On a eu le cas, par exemple, dans des fumiers de lapin, très traités aux antibiotiques, et finalement, on se retrouve une partie des antibiotiques dans la fiente, dans les fumiers. Et si dans la ration, on a une forte proportion de ce fumier, on peut fortement déséquilibrer notre écosystème bactérien. Il y a assez peu finalement de recherches sur ce paramètre-là, sur quels antibiotiques et à quelle dose peuvent passer ou non et être problématiques pour la méthanisation. Donc là aussi, ça peut passer par des tests préalables, ou en tout cas des précautions. Sur les désinfectants aussi, par exemple sur des effluents industriels, des eaux de lavage, on peut avoir des choses assez chargées finalement en produits chimiques qui peuvent venir évidemment impacter sur l'écosystème et sur la réaction de méthanisation. Et puis, dernier point, c'est l'agitation. L'agitation dans un digesteur, ça permet plusieurs choses. Ça permet l'homogénéisation, la bonne évacuation, mais aussi de mélanger les bactéries à l'introduction de la journée. Les bactéries, ce n'est pas des poissons, elles ne vont pas se déplacer toutes seules ou assez peu rapidement. Donc ça permet vraiment d'ensemencer finalement le contenu du digesteur et de mélanger la biomasse fraîche qui est peu riche en bactéries avec tout l'écosystème qui est apte à produire la méthanisation.